C'est bon, on va pouvoir commencer. Donc, comme vous le savez tous, la situation en cette fin d'année est très tendue en aérien en sortie d'Asie, pour des raisons, premièrement, de pic saisonnier, comme tous les ans, donc l'approche de Noël, l'approche du Nouvel An chinois, mais aussi, et comme on le connaît depuis 2 ans, en raison du contexte sanitaire. Pendant ce webinaire, nous allons essayer ensemble de comprendre au mieux la situation pour aider les chargeurs, donc vous qui nous regardez, à mieux l'anticiper. Pour ce faire, dans un premier temps, Hugo vous dépeindra la situation du marché en sortie d'Asie et les prévisions, en tout cas nos prévisions pour 2022. Ensuite, Philippe Emmanuel, donc de chez Qatar Airways, nous donnera son analyse de la situation en Asie et nous aidera à la comprendre en nous donnant son point de vue compagnie aérienne, donc de l'intérieur. Et enfin, à l'instar de ce qu'on fait habituellement, nous terminerons par des petits conseils sur la meilleure stratégie aérienne à adopter, selon nous, pendant cette période. Donc voilà, je passe désormais la parole à Hugo. Hugo, à toi. Bonjour à tous, merci beaucoup en tout cas Brio de cette introduction. Je vous propose déjà d'exposer la situation passée, actuelle et à venir sur le marché aérien en sortie d'Asie, avant de laisser la parole à Philippe Emmanuel. Très brièvement, on va revenir sur les conséquences du Covid sur l'aérien. Comme vous le savez tous, le Covid a engendré la fermeture des frontières de très nombreux pays, donc forcément l'annulation d'une majorité des vols. Les différentes sorties de confinement ont permis la réouverture de certains pays, mais beaucoup sont restés fermés, à l'instar des États-Unis qui viennent tout juste de réouvrir, mais c'est surtout en Asie où les restrictions sont les plus fortes. C'est le cas aujourd'hui pour la Chine, le Japon, la Malaisie, le Vietnam, où l'accueil des personnes étrangères est toujours très restrictif. Donc il n'y a aucune incitation pour les compagnies aériennes à réinjecter des vols sur ces marchés-là. Le problème est que la demande de fret est, elle, restée assez forte, notamment sur la première partie du Covid, avec une majorité des équipements médicaux qui sont produits en Chine, mais aussi par une consommation très forte depuis peu. Voilà, pour vous ayez un peu une image, la capacité de fret aujourd'hui, enfin en 2021, à bord des avions est de 22% plus faible qu'en 2019. Donc, on a vu un peu le contexte historique. Revenons un peu sur ce qui se passe depuis les derniers mois en sortie d'Asie et surtout en Chine. Depuis l'été dernier, la politique de lutte anti-Covid du gouvernement chinois est montée d'un étage. Ils ont toujours été dans un objectif de 0 cas Covid. Donc, c'est pour ça que cet été, on a vu des aéroports qui ont fermé du jour au lendemain pour 1 cas Covid. C'est un peu l'effet papillon. C'est 1 cas Covid qui déséquilibre toute la supply chain régionale. Il faut rajouter à ça une politique des handlers sur Shanghai et Pékin qui a été très restrictive. Ils ont mis en place un système d'alternance avec 7 jours travaillés pour 14 jours de confinement. Donc, ça veut dire qu'il y a une baisse de productivité assez importante des magasins en ligne sur ces aéroports-là. Les autorités locales ont donc obligé les compagnies, et une préférence pour les compagnies étrangères, à supprimer des vols pour rester concentrés sur le chargement et le déchargement des avions restants. Certaines compagnies nous ont même relaté avoir pris la décision de partir à vide vers la Chine pour rester concentrés sur le chargement de leur avion plutôt que le déchargement. Il faut rajouter à ça des événements assez éphémères qui ont bousculé un peu l'offre aérienne. On peut parler par exemple de la Shanghai International Import Expo qui a eu lieu il y a récemment, qui a supprimé beaucoup de vols dans un objectif de protéger sanitairement la région. On a aussi par exemple Apple qui chartérise pendant une semaine 7 vols cargo, du coup qui coupe l'accès à la capacité pour des chargeurs un peu plus petits. Donc en fait, pour résumer, c'est à la fois cette politique de lutte anti-Covid et des événements éphémères qui bouleversent l'offre aérienne. Côté demande, depuis quelques mois, et même depuis le début de l'année, on assiste à vraiment une relance économique au niveau européen et américain, et qui s'ensuit par une consommation de biens importants de produits majoritairement produits en Asie. Il faut aussi ajouter à ça des équipements médicaux toujours très demandeurs de fret. Et on note aussi une pénurie, comme vous le savez, de certains matériaux, comme par exemple les puces électroniques. C'est initialement des chargeurs qui auraient pu prendre le choix, la décision d'importer en maritime, qui décident dorénavant d'importer en aérien pour éviter que ça impacte leur production. Et enfin, bien sûr, il y a une désorganisation mondiale de la supply chain, notamment en maritime, où il est très compliqué d'avoir des bookings. Les navires sont souvent en retard. Et pour cela, il y a une sorte de ruissellement des imports maritimes sur l'aérien par les chargeurs. Même si c'est un peu à nuancer pour 2 raisons majeures. C'est que peu de chargeurs ont le budget pour importer en aérien et l'aérien ne peut pas absorber les volumes du maritime. Pour que vous ayez un peu une image en tête, un avion cargo, c'est l'équivalent de 3 conteneurs 40 pieds, alors qu'on est environ sur 5000 conteneurs 40 pieds sur un navire. Encore une fois, pour avoir une situation, aujourd'hui, le marché spot cette semaine est entre 9 et 10 USD du kilo pour une marchandise dite normale, donc c'est-à-dire un ratio de densité de 1 pour 6. On note aussi, enfin, malheureusement, une congestion majeure sur les aéroports européens.
Et alors, CDG, Roissy n'est pas dans le pire des cas comparé à ses voisins européens comme Amsterdam et Francfort, mais il faut être patient et s'attendre à un temps de dédouanement et de temps pour récupérer sa marchandise sur cet aéroport plus long. Donc, encore une fois, pour résumer brièvement, une offre toujours très faible, une demande très forte, boostée par une demande européenne et américaine, et aussi une congestion à prendre en compte sur l'import sur Roissy. Sur l'événement sur 2022 et les prochaines semaines, à quoi on peut s'attendre? Déjà, sur du court terme, on a deux événements majeurs qui vont arriver, comme expliqué par Brieux, c'est Noël et le Nouvel An chinois. Ça, c'est des événements un peu éphémères et saisonniers, enfin, ces événements saisonniers, pardon, avec lesquels on a plutôt l'habitude de travailler. Sur les 3 prochaines semaines, on va avoir encore une demande très forte à l'approche des fêtes de Noël. Les importateurs, les chargeurs vont vouloir importer en urgence leurs derniers produits. Après, on va rentrer rapidement dans le creux d'une vague où ça va être beaucoup plus calme, l'accès à la capacité se fera facilement et les taux seront plus faibles avant d'arriver dans une phase de peak season aux alentours de la première semaine de janvier. Pourquoi cette peak season? Pour rappel, la première semaine de février marque la Chinese New Year, donc c'est une semaine de congé total en Chine où tout sera fermé, aussi bien les transporteurs routiers que les fournisseurs. Et du coup, beaucoup de chargeurs et d'importateurs ont pris l'habitude d'anticiper leur import sur les semaines précédentes pour éviter d'impacter leur supply chain. Donc les 3 semaines précédentes, on aura beaucoup de demandes en prévision de la fermeture totale de la Chine pendant la première semaine de février. Encore une fois, résumé très court, demande très forte jusqu'au 15 décembre. On sera au creux de la vague jusqu'à la première semaine de janvier et ensuite demande croissante jusqu'à la première semaine de février. Alors après, à quoi s'attendre pour la suite de 2022? Là encore, c'est assez flou. Peu d'experts sont unanimes pour avoir une situation très claire de la suite des événements. On peut vous donner des indicateurs à suivre, notamment sur du coup, forcément l'ouverture des frontières. Est-ce que le gouvernement chinois va décider d'ouvrir ses frontières aux étrangers? Est-ce que la 5e vague qu'on connaît aujourd'hui ne va pas impacter ces restrictions et les renforcer? On peut être sûr que de toute façon, il n'y aura pas de changement avant les Jeux olympiques d'hiver qui se tiendront courant février dans la région de Pékin. Ensuite de ça, il faudra vérifier et suivre les événements. Ensuite, il y a aussi la demande. Est-ce que la demande va rester aussi importante? Est-ce que l'inflation évoquée quotidiennement en Europe ne risque pas d'impacter cette demande et du coup libérer un peu cette tension qu'on a en aérien? Et le dernier indicateur qui est à suivre, et en fait qui nous est remonté un peu par des confrères, c'est actuellement, on rentre dans une négociation des BSA entre les commissionnaires et les compagnies aériennes. Alors, qu'est-ce qu'un BSA? Un BSA, c'est Block Space Agreements. Donc, ce sont des taux négociés sur 1 an entre les commissionnaires européens ou asiatiques et les grandes compagnies aériennes qui garantit un espace de garantie sur les vols. Il y a un taux fixe pendant 1 an qui est généralement bien sûr plus faible que le taux du marché spot. On est en pleine négociation du coup pour ces taux-là pour l'année 2022 et les premiers échos qu'on a, c'est que ces taux-là seront identiques à ceux de 2021. Donc on est sur une stratégie, une logique des commissionnaires et des compagnies aériennes en se disant 2022 n'aura pas de changement majeur par rapport à 2021. Il faudra s'attendre au même problème de capacité. Pour suivre, si vous voulez suivre ces événements, on vous conseille de vous abonner au Chargeur, qui est notre newsletter hebdomadaire fait maison par Oversea, que vous recevez chaque semaine dans vos boîtes aux lettres et vous permet de suivre, en fait, si vous voulez, l'actualité aussi bien aérienne que maritime et ferroviaire. Je laisse maintenant la parole à Philippe Emmanuel, qui va plutôt se placer du côté des compagnies aériennes, qui sera tout aussi intéressant. Merci Hugo et Brieux, merci pour l'invitation aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous, de pouvoir partager ce qu'on vit en Asie et côté compagnie aérienne. Donc effectivement, Hugo, ce que vous avez dit est tout à fait juste. On a ce problème de capacité depuis le début du Covid et on voit pas la lumière au bout du tunnel, comme vous pouvez le voir sur tous les pays asiatiques. Il n'y a aucun pays qui est ouvert au voyage passager. Singapour commence à s'ouvrir avec quelques lignes VTL, donc pour les voyageurs vaccinés, sur certains pays uniquement, avec quand même quelques contraintes à l'arrivée à Singapour et des contraintes sur des vols. Donc ça a monté un peu la capacité, mais vraiment pas grand-chose. L'Australie s'est ouverte, elle est en train de s'ouvrir petit à petit. Donc, on voit un peu de retour de capacité, de retour de passagers sur l'Australie. Mais les autres pays sont complètement fermés. Ils sont ouverts qu'aux résidents et aux nationaux avec des quarantaines de 7
à 21 jours suivant les pays. Donc aucune vision de retour de capacité. La demande est très forte, comme vous l'avez dit, sur les États-Unis et sur l'Europe depuis le rebond économique sur ces deux continents. Donc, si on regarde un petit peu l'approche des fêtes de Noël et le Chinese New Year, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une demande qui monte et de la capacité qui ne change pas. En revanche, la bonne nouvelle, on va dire, pour les flux et les importateurs en Europe, c'est que côté compagnie aérienne, vous avez deux groupes de compagnies aériennes, des compagnies aériennes qui ont vraiment beaucoup de capacité, ceux qui ont des avions cargo et qui ont beaucoup d'avions cargo sur l'Asie. Par exemple, chez Qatar Airways, on a 3 vols cargo par jour à Hong Kong, 23 vols cargo par semaine sur Hong Kong. Donc, c'est une capacité qui est énorme pour une compagnie aérienne. Donc, ces grosses compagnies comme Cargolux, Qatar Airways, Lufthansa ou les Air British Cargo, on travaille vraiment avec les transitaires sur des BSA. Donc, ces allotements qui sont signés pour 1 an depuis le mois d'avril jusqu'au mois de mars de l'année prochaine. Donc les gros transitaires, même les transitaires locaux, ont accès à la capacité en avril et en décembre, ils auront le même accès à la capacité. Donc, il y aura pas vraiment de difficultés pour ces gens-là d'avoir accès à la capacité. On ne change pas notre stratégie pour Noël. La stratégie est la même sur toute l'année. Là où ça va se jouer, c'est sur la partie free sales, donc la partie qui reste sur l'avion. Et là, effectivement, cette partie spot et ad hoc, elle est ouverte à tout le marché et elle est ouverte en fonction de la demande. Les prix sont en fonction de la demande. Donc là, il risque d'avoir un petit peu de tension en fin d'année sur cette partie-là. Alors, sur les compagnies qui sont beaucoup allotées, cette partie varie entre 20 et 40% de l'avion. Pour les compagnies qui n'ont pas beaucoup de capacité, des compagnies qui ont que des vols passagers ou 3 vols par semaine, qui ont gardé quelques vols malgré la baisse de passagers, eux, ils sont plutôt allotés à 20%, 20-40%, et donc ils ont un free sales un peu plus élevé. Donc voilà la situation qu'on voit côté commercial. Les vraies difficultés sont à prévoir sur la partie opérationnelle. Donc, comme Hugo, vous le disiez, on a ces contraintes, notamment en Chine, à Shanghai, Canton et à Hong Kong, où on a des contraintes chez les handlers. Donc, un cas de Covid, comme vous le disiez, peut mettre en quarantaine toute l'équipe du handler qui travaillait avec ce cas, voire plus. Il y a quelques semaines à Hong Kong, il y a eu un cas de Covid sur les staffs du ramp, donc du chargement, déchargement. Ils ont mis en quarantaine jusqu'à 30% de leur staff. Donc, remplacer 30% de staff qui sont formés au chargement, déchargement de 777 ou de 747 Fighter, c'est un peu compliqué et ça a réduit effectivement l'efficacité, la productivité sur ce genre d'aéroport. On a un autre souci aussi sur les opérations, ce sont sur les pilotes. Un pilote qui est testé positif à l'arrivée en Chine ou à Hong Kong est mis en quarantaine pour 21 jours. On a eu le cas il y a quelques semaines chez Qatar Airways et derrière, on doit payer aussi l'hôpital, même si le pilote n'est pas malade. Donc, ces équipages sont obligés de rester en Chine pour 21 jours. Donc, on a, pour pallier ce genre de problème, on a fait il y a quelques semaines des stops au retour à Séoul ou au Vietnam ou à Bangkok pour éviter d'avoir des équipages bloqués en Chine et de perturber notre programme. Mais ça, c'est effectivement des contraintes qui sont liées à la politique zéro Covid en Chine surtout. Les autres pays sont un peu plus moins compliqués sur ce genre de sujet. L'autre point sur la difficulté en Chine, on a appris il y a quelques jours que la CAAC, donc l'aviation civile chinoise, va interdire au 1er janvier 2022 les mini-freighters. Donc, les mini-freighters sont ces avions qui prennent du fret en cabine. Alors, pour l'instant, ils les interdisent aux compagnies chinoises seulement, pas aux compagnies internationales. Donc, on a bon espoir que ça puisse continuer. Et ils interdisent pas sur les goods, les marchandises qui sont Covid. Donc, en fait, tous les masques, les tests, etc., sont toujours autorisés en mini-fighter. Mais a priori,
ils vont interdire les mini-freighters en 2022. Alors, est-ce qu'ils vont étendre ça aux compagnies internationales? On n'en sait rien pour l'instant. Mais voilà, c'est des contraintes qui s'ajoutent sur les opérations. Donc, malheureusement, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Et les deux derniers points que je voulais mentionner, un point qui est très important, c'est Chinese New Year. Généralement, tous les ans, tous les staffs des GHA, des handlers qui travaillent à Shanghai, à Canton, en Chine, rentrent dans leur province pour Chinese New Year. Et il y a une grosse partie, environ 20%, qui ne revient pas, qui démissionnent et qui décident de rester dans leur province avec leur famille. On estime que pour cette année, avec les problèmes de Covid, ce pourcentage va augmenter et on estime qu'il y a une plus grosse part des travailleurs qui ne vont pas revenir à Shanghai et à Canton et qui vont rester dans leur province. Et donc, ça va impacter les handlers après Chinese New Year. Donc, on attend aussi ce chiffre avec impatience pour 2022 parce qu'on est vraiment dans l'expectative de savoir s'ils vont pouvoir absorber le fret. Sur un point un peu positif, c'est le sud-est asiatique. On voit énormément de logisticiens, de transitaires envoyer du fret de Chine sur les Singapour, Malaisie, Philippines, soit par bateau. Et ensuite, ça connecte sur des vols au départ de ces pays-là, de façon à utiliser la capacité qui est dans le sud-est asiatique et qui permet de désengorger un petit peu les Hong Kong, Shanghai et Canton. Faut savoir que, par exemple, aux Philippines, c'est pas un pays qui produit énormément. Et donc aujourd'hui, il reste encore de la capacité pour Noël au départ des Philippines. Donc, tous ceux qui sont capables d'organiser du transfert via Clark, Manny et Cebu, ils trouvent de la capacité encore pour Noël. Donc ça, c'est le côté un peu positif que je voulais mentionner sur ces périodes chargées de fin d'année au départ d'Asie. Voilà, Hugo, pour ma partie. Merci beaucoup en tout cas, Philippe Emmanuel. Je propose maintenant, on a vu un peu le contexte en sortie d'Asie, à la fois du côté des chargeurs et aussi des compagnies aériennes. On peut vous proposer quelques solutions du coup pour cette fin d'année, pour vous aider à optimiser vos imports. Donc la première solution, c'est bien sûr importer à la bonne période. Comme on vous a dit, il va y avoir sur le marché spot, il va y avoir une période assez calme entre le 15 décembre et la première semaine de janvier. Si vous avez la possibilité d'attendre cette période pour importer ou d'anticiper si votre marchandise est prête normalement courant janvier, voilà, c'est la période où vous aurez le plus de chances d'accéder à la capacité à des taux réduits. Deuxième solution, c'est se tourner vers un commissionnaire qui a des BSA. Comme expliqué, les BSA, ce sont des Block Space Agreements, donc des taux qui sont négociés sur 1 an à des tarifs généralement plus faibles que les marchés spot en peak season. Oversea a des BSA, à titre d'information. C'est des solutions qui sont effectivement très demandées du coup, par tous nos clients. Et du coup, le temps d'attente pour monter sur ces espaces sont un peu plus longs que sur un marché spot. À titre informatif, aujourd'hui, chez Oversea, il faut compter entre 7 et 8 jours sur nos BSA à partir du moment où votre marchandise arrive à l'aéroport dans notre entrepôt de Shanghai et l'arrivée de l'avion sur un aéroport européen. Autre solution, densifier votre marchandise. Donc ça, c'est, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais plus votre densité est importante en aérien, plus le taux sera faible. Compliqué effectivement de densifier sa marchandise si vous produisez des vêtements, mais si vous avez deux types de marchandises, une dense et une volumineuse, vous avez tout intérêt à importer en même temps vos produits afin de faire bénéficier à la marchandise la plus volumineuse un taux plus faible grâce à la densité accentuée. On peut aussi également vous proposer des routings plus longs à des taux plus compétitifs, notamment via des aéroports un peu moins demandés comme Shenzhen, où les taux sont un peu plus faibles que des sorties de Shanghai directes. Enfin, on peut bien sûr vous proposer des solutions extrêmement rapides si vous êtes très pressé, avec des vols directs en une journée ou 2 ou 3 jours sur des aéroports plus secondaires. Donc voilà les solutions qu'on peut vous conseiller en cette fin d'année. Avant de conclure, on ne pouvait pas effectivement faire un webinaire sans évoquer l'empreinte carbone de ce mode de transport. Pour rappel, il est responsable de 1,5% des émissions totales de gaz à effet de serre. Une solution chez nous qu'on considère comme un triptyque gagnant, c'est mesurer, réduire et compenser votre empreinte carbone. Oversea peut vous accompagner sur ces 3 sujets. D'ailleurs, chez Oversea, on vous propose la compensation de carbone grâce à notre partenariat avec Pure Projet, qui est une organisation certifiée.
Même si cela prend du temps, on ne souhaite pas non plus négliger les efforts des acteurs du marché. On a plusieurs projets qui sont en cours, bien sûr, des projets de moyen ou long terme comme les moteurs hydrogène, les aéroports zéro carbone ou des fuels alternatifs. Donc voilà pour ce webinaire. On espère vous apporter des solutions et qu'on a essayé de vous faire comprendre, que vous avez compris un peu mieux la situation en sortie de Chine. On va passer tout de suite aux questions. Je pense qu'on n'aura pas forcément le temps de répondre à toutes les questions. Donc voilà, on espère pouvoir vous aider. Alors, peut-être la première question sur la question de Rodolphe sur la sortie de Thaïlande. Effectivement, on a resté concentré beaucoup sur la Chine. La Thaïlande, je pense que Philippe et Emmanuel aussi aura des éléments. Il y a aussi une situation, un pays où la demande est extrêmement forte, car un pays où il y a beaucoup de productions qui sont exportées vers l'Europe et les États-Unis. Il y a deux raisons. Il y a le Transpacifique, du coup, l'Asie vers les États-Unis aussi, qui est très demandé. On a parfois des vols initialement prévus sur le trade Asie-Europe qui sont reportés sur ce autre trade car plus rémunérateur. Et Philippe Emmanuel, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'avais eu comme écho que Qatar avait supprimé beaucoup de vols en sortie de Bangkok dernièrement. C'est le cas aussi pour d'autres compagnies. Donc aussi, voilà, il y a une demande très forte et encore une offre qui est encore plus faible que sûrement en sortie de Chine. Oui, le problème de la Thaïlande et de Bangkok, c'est que pratiquement toutes les compagnies aériennes du monde allaient à Bangkok. Lot, Polish Airlines va à Bangkok à cause des touristes. Et du jour au lendemain, avec le Covid, tout s'est arrêté. Nous, on avait, je crois, jusqu'à 7 vols par jour entre Doha et Bangkok. On en a gardé quelques-uns, mais ils étaient vides de passagers à partir de mars ou d'avril 2020. Donc, toute la capacité passager a disparu. On a gardé entre 3 et 4 vols par jour pour le cargo uniquement, mais avec tous les compétiteurs qui venaient pour les vols passagers qui ne viennent plus du tout, il y a un engorgement à Bangkok qui est un pays qui produit énormément. Tous les disques durs Western Digital, les Seagate, etc. sont produits en Thaïlande. Il y a des usines Canon aussi. Donc il y a énormément, il y a beaucoup de périssables aussi. Donc le fret est resté. Le volume de fret est resté, mais toute la capacité passager a disparu. Donc ça explique et effectivement la difficulté du marché export à trouver de la capacité. Et derrière, on a aussi nous, on a essayé de mettre des vols, des combinés Singapour-Bangkok ou Kuala Lumpur-Bangkok en cargo pour essayer de prendre le maximum de capacité, puisque sur les vols passagers, on est quand même à 24, 25, 30 tonnes. Donc, dès qu'on amène un cargo, on est à 100 tonnes tout de suite. Ça fait un peu un appel d'air. Mais ça s'améliorera dès que la Thaïlande arrêtera les quarantaines pour les touristes. Et à ce moment-là, toutes les compagnies reviendront à Bangkok. Donc là, ça améliorera énormément la situation du jour au lendemain. On a une question de Kevin intéressante qui nous pose la question des BSA bloqués sur l'année. Si jamais le cours spot durant l'année est plus faible, quel taux prenez-vous en compte? Alors effectivement, c'est toujours le jeu des transitaires et même des chargeurs de jouer entre les prix et les garanties sécurisées et le taux de marché qui peut passer en dessous de ces taux négociés. On peut être opportuniste sur certains taux avec Oversea parce que dans des moments où sur des cotations spot ou des cotations particulières, on arrive à avoir des taux qui sont plus bas. Néanmoins, le prix à payer et l'engagement qu'on a avec nos partenaires compagnies aériennes, c'est d'une de jouer le jeu et de deux de remplir les capacités qu'on a garanties. Donc ces capacités qu'on négocie, si jamais elles ne sont pas remplies, elles sont payées par les transitaires. Donc de toute manière, nous, notre objectif, c'est que si on offre cette garantie de capacité à nos clients, il faut qu'on les remplisse. Et du coup, on ne peut pas être trop opportuniste et aller se jeter sur le fret spot dès qu'il passe en dessous de nos BSA, quoi. Donc, les chargeurs qui s'engagent avec nous aussi sur ces BSA veulent sécuriser leurs approvisionnements et effectivement, ils s'exposent potentiellement à ce qu'à un moment dans l'année, le taux donc, de marché, le taux spot, soit plus bas. Mais bon, s'ils jouaient sur le taux spot, ce serait beaucoup moins sécurisé pour eux. Donc voilà, c'est un jeu entre la sécurité et la garantie à jouer.
Merci Brieux. Je peut-être répondre à la question sur l'Inde, et Philippe Emmanuel, si tu as des éléments à apporter aussi. Et juste avant de commencer, est-ce que Hassan, vous pourriez clarifier votre question? Je pense qu'on pourrait y répondre, mais on n'a pas forcément très bien compris. Alors sur l'Inde, effectivement, c'est une destination moins restrictive sanitairement que la Chine. Les restrictions sont moins fortes, mais effectivement, c'est toujours aussi un produit, un pays où la production est très forte et beaucoup d'exportations. Donc une demande très importante, ce qui peut expliquer des taux assez élevés qui ne sont pas du même acabit que la Chine, mais voilà, c'est un peu la situation en sortie d'Inde. Je ne sais pas si Philippe Amiel, tu as d'autres éléments sur l'Inde. Oui, alors, je ne vais pas trop te dire de bêtises sur l'Inde parce que notre Asie, chez Qatar, elle s'arrête au Myanmar. Donc, je ne suis vraiment pas spécialiste de l'Inde, mais mes collègues qui gèrent l'Inde et tout ce qui est Pakistan, Middle East, euh, ils ont à peu près le même ressenti que nous au départ de Chine, au départ d'Asie. Euh, la différence avec l'Inde par rapport à la Chine et l'Asie, c'est que les produits qui sont exportés sont un petit peu moins chers à la vente. Donc, les taux de fret que ces entreprises peuvent payer pour transporter ces produits sont un peu plus faibles. Donc, il y a un autre phénomène au départ d'Inde, c'est que dès que c'est de l'export sur les États-Unis, ou sur des villes comme Francfort, Amsterdam, qui sont extrêmement demandées au départ d'Asie. Pour trouver de la capacité, c'est un peu plus compliqué. Donc, effectivement, la stratégie BSA, elle a vraiment une valeur ajoutée pour les clients parce que du coup, ils ont leur capacité à l'année et ils peuvent, comme le disait Brieux, ils peuvent gérer leur logistique et être sûrs que même en peak season, ils auront de la capacité pour eux et il y aura pas de réduction de capacité sur leur BSA. Donc c'est encore plus la stratégie BSA allotment, elle est encore plus valable pour des pays comme l'Inde ou le Pakistan où il y a du périssable, des habits qui sont moins chers que les Apple ou les iPhones ou les tablettes, etc. Je dirais, c'est encore plus bénéfique pour les clients de négocier des allottements et des BSA au départ d'Inde. Et les compagnies du Golfe, généralement Qatar et d'autres grosses compagnies du Golfe, ont beaucoup de capacité sur ces destinations, contrairement à la Chine qui protège un peu, qui fait un peu de protectionnisme sur ses vols. Au niveau, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que la capacité revient aussi en Inde, puisqu'il y a énormément de diaspora indienne qui va aux États-Unis. Et donc, pratiquement tous les vols passagers sont pleins entre l'Inde et les États-Unis, quelle que soit la compagnie. Donc les compagnies essayent de rajouter des vols passagers sur l'Inde. Une petite question un peu de culture générale, fret, et qui a potentiellement évolué pendant la période de Covid, Philippe Emmanuel, pardon. Quel était le ratio de capacité de fret entre les vols passagers et les vols cargo avant la crise? Et est-ce que ça a été un peu changé avec la crise? Peut-être parler de la situation chez Qatar qui est particulière et si jamais tu as une vision sur la partie plus générale, ce serait intéressant. Oui, on a, disons que par semaine, en ce moment, on fait 250 vols au départ d'Asie, entre le nord de l'Asie et le sud de l'Asie, 250 vols en totalité. Et on a environ 85 vols qui sont faits par des cargos. Donc ça, c'est le ratio actuel. On était, on va dire, au niveau passager, on peut rajouter 30% de plus par rapport à ce qu'il y avait avant Covid. Parce que comme je dis, le Bangkok, par exemple, on n'est pas revenu aux 7 vols quotidiens. On n'est pas revenu sur Shanghai, Pékin à ce qu'on avait en vol passager. En revanche, on essaye d'utiliser des avions passagers pour faire des Pax Freighter, donc des vols uniquement cargo sans passagers dedans. Mais voilà, le ratio, c'est que nos avions cargo, ils sont restés comme ils étaient avant. Et on a perdu entre 20 et 30% de capacité passagers. Mais on a réussi à les remplacer par des Pax Freighter. Mais évidemment, on va diriger les Pax Freighter sur des villes plutôt cargo, donc comme Canton, Shanghai. Et par exemple, le Denpasar, le Krabi, le Da Nang, ils n'ont pas
ils sont pas réapparus du tout parce que ce sont des lignes touristiques et qui ont besoin de passagers. Ils ne sont pas des lignes cargo. Donc tous ces vols Pathfighter, on les a dirigés sur des pays ou sur des villes où il y avait du cargo. Si on prend les autres compagnies, c'est un peu les compagnies qui n'ont pas d'avion cargo. C'est un peu compliqué parce que ceux qui avaient des 7 vols par semaine, ils sont descendus à 3, 4, 2. Donc c'est vraiment le problème de rentabiliser un avion passager avec seulement 5 et 10 palettes à bord et aucun revenu pour les passagers. Donc ces compagnies-là ont effectivement baissé complètement. On prend par exemple Suisse. Ils ne réouvrent Singapour que depuis, je crois, cette semaine ou la semaine prochaine, grâce à l'ouverture de la Suisse dans le programme vacciné, la VTL, mais ils ne sont pas venus du tout à Singapour pendant 1 an et demi. Donc toutes ces compagnies n'ont pas mis leur vol passager du tout. Donc le ratio, il est vraiment, il a vraiment baissé. Enfin, il a vraiment monté pour les freighters par rapport au vol passager. Oui. Et juste pour conclure très rapidement cette question, les revenus des compagnies aériennes issues du fret, c'était environ 15% avant le Covid. Aujourd'hui, les compagnies tirent revenus du fret à environ entre 35 et 40% de leurs revenus, vs les revenus du PAX. Donc voilà, on va conclure ici, je pense. Un grand merci en tout cas de votre attention pendant ce webinaire. On espère qu'on a bien clarifié la situation, répondu au maximum de questions. Vous avez mon adresse mail ici sur laquelle vous pouvez poser des questions auxquelles on n'aurait pas forcément eu le temps de répondre. Je remercie aussi Philippe Emmanuel de sa présence qui a été très enrichissante pour nous tous. Et on se trouve sûrement bientôt pour un webinaire. Je ne sais pas si Philippe Emmanuel, tu veux conclure avec quelque chose? Merci beaucoup pour l'invitation et c'est toujours, étant français en Asie, c'est toujours très intéressant pour moi de partager des informations sur les importateurs français, sur les entreprises françaises. Donc, n'hésitez pas à me réinviter s'il y a besoin. Je serai toujours disponible pour ce genre de sujet. Super, merci. On n'hésitera pas. Merci Philippe Emmanuel, merci à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. N'hésitez pas à regarder les réponses aux questions dans le chat. On va continuer d'y répondre même après le webinaire. Donc si jamais vous avez posé des questions, vous aurez vos réponses. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.